Voilà, Charles Douglas Ndemba également. Très bien. Voilà, Romain Delphin Yimti est à la mise en onde de ce matin. Roger Paul Simo derrière les caméras. Et au téléphone, le professeur Olivier Billet, enseignant d'université, documentaliste et homme politique. Professeur Olivier Billet, bonjour. Bonjour Marie-Claude Amassana, bonjour à l'ensemble de l'équipe technique, mais aussi à l'équipe rédactionnelle de l'excellente radio Balafon. Merci. Alors, je précise simplement pour ma présentation que ce n'est pas documentaliste, mais plutôt documentariste. Documentariste. Oui, c'est un métier évidemment que j'ai exercé dans ma carrière. Donc un spécialiste du documentaire. Oui, ça c'est pour ce que je faisais il y a quelques années quand même. Ça remonte. Merci pour la précision. La loi promulguée hier par le président de la République a été votée, on se rappelle, par le Congrès. C'était le 4 avril dernier. Elle introduit une nouvelle hiérarchie en cas de vacance du pouvoir. C'est le vice-président nommé par le président de la République qui achève le mandat et non plus le président du Sénat, comme c'était le cas. Professeur Olivier Billet, le président Paul Biya a promulgué cette loi hier. Dans les faits, le vice-président n'est pas élu, mais nommé par lui-même, le président. Est-ce un progrès démocratique ou un recul pour la représentation populaire? Alors écoutez, il n'y a globalement que deux manières d'analyser cette actualité. Oui. La première consiste évidemment à dire que le choix qui a été opéré par le président de désigner lui-même son vice-président est un choix qu'on peut considérer légitimement comme un choix antidémocratique, un choix qui ne correspond pas à la logique démocratique telle que nous l'avons établie et telle que les Camerounais l'envisageaient peut-être, parce que de manière classique, eh bien, le vice-président a besoin à la faveur d'un ticket électoral où on a un président et un vice-président qui se présentent ensemble à l'élection. On aurait pu imaginer qu'avant l'élection de 2025, que les choses se passent ainsi, mais le président semble avoir choisi une autre option. Alors, la deuxième lecture qu'on peut faire de cette affaire consiste à dire que, eh bien, dans une logique discrétionnaire qui échappe évidemment à l'entendement humain, eh bien, le président a répondu à un autre son de cloche, à une autre voix, qui lui a donné l'instruction d'agir ainsi et de désigner lui-même. S'il le veut, encore que dans la loi, on dit qu'il peut, hein, ce n'est pas une obligation de désigner lui-même celui qui pourrait assumer cette fonction-là et naturellement assumer la direction du pays en cas de vacances. L'opposition y voit un moyen de priver le peuple de son pouvoir décisionnel. Comment répondez-vous à cette accusation qui dit que le régime verrouille sa succession? C'est une lecture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une lecture qui me semble, moi, à tout personnel, à la fois humaine et charnelle, qui peut avoir, de ce point de vue, toute sa légitimité et sa validité. Donc, si on vous comprend bien, vous ne critiquez pas, entre guillemets, cette loi qui est passée au Sénat, à l'Assemblée nationale, et qui a été promulguée hier par le président de la République? C'est-à-dire que j'en fais une lecture plus nuancée, Marie-Claude Amassana. Oui. Parce que, vous savez, je dis toujours que, vous savez, le Cameroun est un pays de grande complexité. Le Cameroun est un pays qui, comme chacun a pu le constater finalement, n'est pas un pays qui a... C'est un pays qui n'a pas encore accédé véritablement à ce qu'on va appeler à un standard, à un statut démocratique au sens de ce qu'on peut trouver en Grande-Bretagne, on peut trouver en Allemagne, en France, etc. C'est un pays qui est encore dans une dynamique de construction qui fait qu'il n'a pas encore accédé à toute la normalité démocratique et républicaine telle qu'on peut la vivre ailleurs. Et c'est bien la raison pour laquelle
je constate que ce pays est encore sujet à un fonctionnement qui peut sembler totalement irrationnel. Et donc, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, à partir de ce qu'on a pu vivre depuis de longues années dans la trajectoire démocratique du pays, chacun devrait pouvoir constater que nous sommes peut-être encore un peu dans les temps de ce qu'on a vécu, par exemple, en 1982, lorsque le président Biya succéda au président Idio. C'est ça que je veux dire. Je veux dire très concrètement que il faut que nos concitoyens accèdent au constat évident selon lequel nous ne sommes pas encore une démocratie digne de ce nom, et que tout ce qui va nous arriver encore pendant un petit moment, eh bien, relèvera de ce qu'on peut appeler les logiques discrétionnaires à la fois du président et de celui qui l'a installé aux fonctions. Donc vous pensez que le président Paul Biya redonnera le pouvoir comme il l'a reçu du président Ahidjo? J'en ai bien peur. Ou plutôt, je dirais que ma conviction est bien celle-là. C'est exactement ce qui va se passer. Et maintenant, il faut simplement espérer que la grâce de Dieu nous permette d'accéder à un choix qui soit un choix selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes, et même que ce ne soit pas selon la volonté charnelle du président lui-même. Mais qu'est-ce que cette pirouette législative vient résoudre, alors qu'on savait déjà que la deuxième personnalité, donc celui qui pouvait assumer ce rôle, était bien connu selon l'ancienne constitution, à savoir le président du Sénat. Qu'est-ce que ça vient résoudre spécifiquement? Emmanuel Coco, écoutez, c'est encore une fois ce qu'il faut établir dans ce que j'appelle le registre des mystères et des énigmes du Cameroun. Vous connaissez cette fameuse formule qui est devenue populaire et triviale chez nous. On dit que si quelqu'un vous a expliqué le Cameroun et vous dites que vous avez compris, c'est que il vous a bien expliqué. Il ne l'a pas bien expliqué. Donc, de mon point de vue, notre pays est un pays profondément énigmatique et compliqué. Alors, vous voyez bien que le président du Sénat, qui antérieurement était celui qui devait, du point de vue de la Constitution, assumer la fonction suprême en cas de vacances et gérer le pays dans cette phase transitoire, eh bien, désormais, ne peut plus être celui qui le fait dans un premier temps. Il ne peut le faire que si, évidemment, le vice-président lui est empêché. Voilà, donc il se trouve que, de manière extrêmement claire, ce qui apparaît, c'est que, eh bien, il y a une décision qui a été prise qui veut que, eh bien, la responsabilité de la désignation du successeur du président, ne serait-ce que pour la période de vacances, soit prise par Paul Biya lui-même. Et je crois que le président Biya est donc, de ce point de vue, en face de son Dieu, de son destin, dans un temps où, on va certainement en parler tout à l'heure lorsqu'on évoquera la rue du pape, dans un temps qui, de mon point de vue, est spirituellement chargé au Cameroun. Voilà. Et parlant justement de l'arrivée du pape, c'est aujourd'hui que Léon XIV va fouler le sol camerounais. C'est la 4e visite d'un pape au Cameroun, une visite qui est un événement spirituel majeur, mais dans le climat actuel de contestation post-électorale, certains redoutent qu'elle ne soit récupérée politiquement. Ce risque est-il réel selon vous, professeur Olivier Billet? Le risque de récupération, Marie-Claire Massana? Oui. Alors, écoutez, récupération, je ne sais pas. Mais toujours est-il que lorsque vous avez le privilège symbolique de la visite d'une personnalité de ce niveau-là, il est certain que ceux-là qui sont au pouvoir ne peuvent qu'en bénéficier d'une manière ou d'une autre, c'est obligé. Maintenant, il s'agit pour les autres peut-être aussi de pouvoir en tirer profit. J'ai vu dans la toile qu'il y a déjà des lettres, des correspondances qui ont été adressées au pape, afin qu'il puisse peut-être, je dirais, jouer un rôle de médiateur dans les difficultés que traverse le Cameroun au plan socio-politique. Mais il est certain que
tout cela procède du jeu la scène publique, de la scène politique, et que chacun essaiera de tirer au maximum son épingle du jeu. L'archevêque de Douala a lui-même appelé à profiter de cette visite pour, je cite, libérer les prisonniers détenus sans procès. Est-ce un signe que l'Église catholique tente de garder la main sur le message qui sera apporté par le pape aujourd'hui? Certainement oui. En tout cas, cette partie de l'Église catholique qui est très clairement, je dirais, proche des dynamiques alternatives, et notamment celle de l'opposition politique, eh bien, va certainement attiser le feu pour que le pape joue ce rôle de médiateur. N'oublions pas que nous avons également du côté du Mozo une grande espérance qui est également à l'œuvre, qui consiste à par-delà la libération des prisonniers politiques d'une manière générale, à permettre que, eh bien, les acteurs nationaux qui sont impliqués dans ce conflit, dans le Mosso, et en particulier, je crois, le pouvoir de Yaoundé infléchisse ses positions initiales et que nous puissions nous acheminer vers une résolution de cette très grande crise dans le Mosso. Alors, il est certain que, vous savez, un moment comme celui-là, je l'ai dit, oui, permet de voir un pays qui s'appelle le Cameroun, qui est spirituellement extrêmement chargé. Nous sortons de la période de Pascal, Marie-Claude Ramassana, oui. Nous entrons dans la période, appelons-la papale, si on veut, et il est souhaitable sans doute que dans cette période, que les uns et les autres, que les acteurs camerounais d'une manière générale, manifestent une véritable sincérité spirituelle, parce que il ne s'agit pas simplement de tirer profit de la présence du pape, mais on a besoin de voir au Cameroun, du sommet de l'État jusqu'au plus petit citoyen, un comportement social, un comportement politique qui soit véritablement en phase avec la doctrine du Christ, dont le pape, du point de vue de l'Église catholique, est évidemment le représentant. Voilà, espérons que tout cela permettra une plus grande vertu, davantage de sens éthique et moral, davantage d'amour du prochain, davantage de crainte de Dieu de la part des Camerounais, afin que précisément nous puissions permettre au Cameroun de se mettre sur la nouvelle orbite que je mentionne dans la tribune que j'ai publiée hier, et donc vous avez certainement pris connaissance. Justement, dans cette tribune, le professeur Olivier Billet, vous appelez à, je cite, reconnecter le pays à une source de bénédiction matricielle. Pourquoi avoir choisi une tonalité ouvertement religieuse alors que le Cameroun est un pays laïque? Écoutez, vous savez, je suis toujours très amusé quand j'entends les gens parler de laïcité. Le Cameroun n'est pas la France. Le Cameroun n'est pas ce pays où on ne connaît pas Dieu. Nous connaissons Dieu, y compris dans notre ancestralité camerounaise et africaine. Il s'appelle Zamba, il s'appelle Mangelva, il s'appelle Allah, il s'appelle God, il s'appelle Si, Nyambe, Loba, etc. Donc, un pays comme le nôtre qui est constitué à 95% de croyants, n'est-ce pas, toutes obédiences confondues, est un pays dans lequel on ne peut pas tenter de résoudre le problème, d'apporter des solutions sans, je dirais, une sorte de matrice spirituelle qui accompagne tout cela, y compris en prenant compte, évidemment, de nos spiritualités africaines. Il est absolument impérieux de comprendre que nous ne pouvons pas agir au Cameroun comme dans une nation où on a dit que Dieu n'existe pas. Tout Camerounais, quelle que soit son obédience, sait que Dieu existe. Et à partir de ce moment-là, vous voyez bien, l'accueil qui est réservé, par exemple, au souverain pontife au Cameroun, c'est un accueil, c'est pas l'accueil qu'on a vu en Algérie, hier ou avant-hier. Oui. C'est un accueil plus massif qui montre clairement que nous avons impérieusement besoin que la puissance
que l'Esprit de Dieu s'empare des Camerounais du sommet jusqu'à la base, afin que cette espèce d'espérance, cette grandeur qui a été proclamée par les dirigeants lors de l'élection présidentielle 2025 puisse accoucher de quelque chose de véritablement fécondant pour notre pays. Mais en attendant, vous écrivez, je cite, la haine et la brutalité s'installent dans nos discours. Qui en est le premier responsable, professeur Olivier Billet? Le pouvoir, l'opposition ou la société civile, selon vous? Écoutez, je pense que, vous savez, il y a lieu de considérer que tous les acteurs que vous avez cités ont leur niveau de responsabilité. Et vous voyez bien que dans cette correspondance, j'ai interpellé chaque groupe d'acteurs en les mettant en face de leurs propres actes. S'agissant du pouvoir, il est certain que nous ne sommes pas en présence d'un pouvoir qui, depuis que nous sommes entrés dans le processus de démocratisation, a tenté de réformer nos institutions de manière à ce que le Cameroun ne s'installe pas dans une logique où le tribalisme, le communautarisme gangrène et abîme notre pays. Au contraire, ils se sont appuyés là-dessus sur ces antivaleurs pour asseoir leur pouvoir. S'agissant des dynamiques alternatives de l'opposition de la société civile, vous voyez bien que je leur dis que la brutalité produit la brutalité, parce que malheureusement, le discours alternatif qui est